Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro cette semaine. Et j'ai le bonheur, le plaisir de recevoir quelqu'un que je voulais avoir à l'émission depuis très longtemps, François Gendron. Bonjour François. Bonjour, mon cher François Larouche, que je connais pas beaucoup, mais très On, heureux on s'est d'être connus d'une ici. ancienne vie politique, là, jadis naguère un petit peu. Ouais, tu m'avais dit ça, là. Alors, très heureux d'être avec vous autres pour commenter mon fameux volume où j'ai mis beaucoup de mon moi-même, 42 ans de passion et Oui, de détermination, présenté ici. et c'est mes mémoires. Ouais, tu peux l'illustrer, j'en suis fier. Puis, je voulais prendre le temps de t'accueillir, mais il faut te présenter comme il se doit. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce serait surprenant qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas encore. Mais François a été ancien député d'Abitibi-Ouest de 1976 à 2018. Ça, c'est 42 ans de service public, c'est pas rien. Ministre de 11 ministères, vice-premier ministre du Québec, président de l'Assemblée nationale. J'ai le goût de dire bravo. J'écoute pour l'instant. Oui, ça ressemble à une carrière assez longue, Ça ressemble à une carrière réussie, surtout. réussie aussi. Et avoir eu la chance de recevoir cette adhésion populaire à répétition, c'est surtout ça qui est beau. Parce que moi, le livre, c'était pour laisser un legs à mes commettants, puis les Ouais. remercier, puis leur dire ben, bravo pour cette extraordinaire fidélité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de politiciens, puis selon mes informations des bibliothèques, autant du Parlement canadien que de l'Assemblée nationale, Ouais. il y a une personne qui a fait 42 ans de vie politique en OK. continu, et c'est celle qui vous parle. OK. Ben bravo, monsieur le doyen. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un plaisir de te recevoir, mais j'ai voulu vraiment, juste par le fait que tu as fait 42 ans de service public, je pense qu'il y a quelque chose que tu pourrais très bien ne pas me parler ce matin et ne pas avoir écrit de livre et ne pas revenir dans l'espace public. Mais c'est important, je crois beaucoup en l'idée de passer au suivant, de passer le bâton. Et je suis certain que tu passes des bonnes choses et des leçons incroyables dans ton livre. Et je suis certain que tu vas en passer ce matin. Donc, je voulais absolument te rencontrer. Et si les gens ont aimé ce qu'ils vont entendre avec nous le matin, on est mardi matin pour nous autres, ben, ils pourront se procurer 42 ans de passion pour le Québec et ses régions. Un livre que j'ai trouvé à l'image du bonhomme, dans le ton, avec son franc-parler, son humour, son accessibilité. Donc, je le recommande fortement. Bravo pour ton ouvrage. Qu'est-ce qui t'a amené à rédiger tes mémoires? Ben, moi, je croyais que. Il y a deux choses, là. J'avais la conviction qu'on ne peut pas passer 42 ans au service des citoyens avec un mandat qui m'ont donné de les représenter, de les accompagner dans le siège de député d'Abitibi-Ouest, parce que la, ce dont je suis plus satisfait, c'est d'avoir été leur porte-parole Ouais, en continu pendant 42 ans. ouais. Alors ça, il faut dire merci à l'électorat. Là, vous me demandez, oui, mais pourquoi que tu as pensé que ça serait intéressant de rédiger mes mémoires? Bien, parce que j'ai connu des hommes et des femmes d'exception. J'ai connu des hommes et des femmes qui ont accepté de porter le dossard politique. Et lorsqu'on accepte de porter le dossard politique au service de la communauté, du Québec, de la population et des valeurs, les valeurs qu'on porte, il me semble que ça mérite de faire partie de l'histoire politique du Québec. D'autant plus que je réprouve que l'histoire du Québec est peu connue. L'histoire du Québec, la réelle histoire des hommes et des femmes qui ont accepté de prendre ce que j'appelle des décisions pour le mieux-être de la collectivité québécoise, c'est pas vraiment connu, c'est pas enraciné, c'est pas enseigné vraiment, parce qu'on n'enseigne pas tout à fait l'histoire que je souhaiterais. L'histoire du Québec, plutôt que ce qu'on appelle l'histoire au sens général, qui a presque jamais été revisée, dans le sens, est-ce que c'est adapté à l'évolution de la société d'aujourd'hui? Moi, je Ouais. crois que non. Et dans ce sens-là, il y a un effort à faire parce que pour savoir ce qu'on va, il faut toujours savoir ce qui nous sommes. En gros, pour savoir ce qu'on s'en va, il faut avoir une bonne connaissance de l'évolution de la société, des valeurs qui. Parce que normalement, dans la vie, là, on doit garder nos convictions. Mais est-ce qu'on doit les adapter à l'évolution de la société? La réponse, c'est oui. Alors, pour ça, il faut bien connaître ce qui s'est passé, l'évolution du Québec, parce que si on ne met pas des éléments dans leur contexte, on va dire, oui, mais ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là.
non, vous avez raison, non, ça n'a pas de bon sens si vous ne le replacez pas dans le contexte. Ouais. Allez voir Maria Chapdelaine, puis à un moment donné, non, mais c'est un exemple, parce que c'est la colonisation, puis c'est le commencement du Québec, puis c'est l'histoire des colonies du Québec, des petits morceaux qu'on a voulu développer. Puis à un moment donné, est-ce qu'il y a de la place là, pour la religion d'une façon très importante? La réponse, oui. Est-ce que ça fait partie de notre société davantage qu'aujourd'hui? Oui. Parce que toutes les questions liées à la religion, aujourd'hui, c'est plus des affaires personnelles. C'est pas un collectivisme automatique. Je Puis, m'arrête là parce que là, ça peut être dangereux. je savais que ça allait faire ça. Il n'y a aucun problème, je te laisse aller. Mais puis je trouve ça intéressant parce que, vraiment, je le dis, je recommande le livre pour les auditeurs, mais tu as été aux premières loges de plusieurs événements historiques au Québec. Tu as été aux premières loges de plusieurs événements historiques au Québec. Oui. C'est passionnant de voir un peu comment ça fonctionne dans l'antre du pouvoir et les échanges dont tu nous fais part dans le livre. J'en comprends, puis je sais pas qu'est-ce que tu en penses, j'en comprends qu'il ne faut pas seulement euh, s- euh, euh, penser et voir les résultats de l'histoire ou ce que les gouvernements expriment ou font. Il y a toute une joute à l'intérieur des parlements, des ministères. Tu exposes très bien comment il faut prendre part à cette joute-là. Finalement, il y a pas mal de... Il y a pas mal de joutes, là, de jeux qui se fait en arrière. Il n'y a pas seulement ce qu'on voit finalement. Il y a tout un travail de fond qui doit se faire avant. Là. Ah, ben c'est clair que c'est pour ça que je prétends que pour bien donner du service public, pour donner au service public, il est important d'avoir un minimum de réflexion puis de préparation des hommes et des femmes qui l'offrent. Je sais pas si Hmm. vous me comprenez. Et ce qui me plaît dans votre question, c'est que j'ai eu plusieurs commentaires. J'ai eu des centaines et même des milliers de commentaires sur Internet, puis Facebook, puis ainsi de suite. Mais un commentaire qui m'a frappé le plus, c'est une historienne de qualité qui dit à un moment donné, ben, ton livre, il nous rappelle beaucoup d'éléments historiques qui vont permettre aux historiens de porter un meilleur jugement sur les hommes et les femmes qui ont pris des décisions politiques à titre de première ministre ou de premier ministre, ou tout simplement de ministre de. Et ça m'a plu énormément de ajouter à la réflexion des historiens, parce que normalement, c'est les historiens qui rappellent les faits historiques. Oui. C'est pas celles et ceux comme, c'est pas les acteurs qui C'est s'applaudissent plus eux-mêmes. rare au Québec. Ben, c'est ce qu'elle disait. Et c'est pour ça que moi, ce que je viens de vous dire, là, Oui. je dis quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, mais une historienne qui a ce qu'on appelle une réputation puis une franchise incommensurable. Et elle dit, ben, merci parce que dans ton livre, il y a beaucoup de faits historiques et de dimensions qui vont nous permettre, nous, de mieux commenter ou de mieux exprimer des réserves, des félicitations, des bravos pour des orientations qui ont été prises par des hommes et des femmes qui ont pris les décisions. Oui. Et ça, c'est important que les historiens puissent, avec ce que j'appelle un droit de réserve, être capables d'une objectivité pour traduire comment ils ont lu l'histoire politique du Québec. Et justement, quand on veut justement euh, changer les choses, quand on veut être ces gens qui ont une place dans l'histoire du Québec ou tout simplement qui aident leur collectivité puis leur réseau, les gens leurs commettants. Je pense que tu l'écris quelquefois dans le livre, là, qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses. Je me souviens sur la souveraineté alimentaire, entre autres. Qu'est-ce que ça prend au final pour être un bon ministre? Quand on fait 11 ministères, je m'attends qu'on doit avoir peut-être pas une recette, mais puis on a vu d'autres ministres. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon ministre ici? Ah, ben, la recette est à peu près la même pour tout le monde, selon moi. Oh, Beaucoup d'écoute. Non, non, mais beaucoup d'écoute. Beaucoup de lecture pour ce que j'appelle augmenter notre connaissance. Pas notre spécialité, parce qu'il n'y a rien de hmm, pire en politique que penser. On va être tellement en apprentissage dans chaque ministère qu'on va devenir le sous-ministre en titre. Moi, selon moi, il faut éviter ça. Moi, je n'ai jamais visé à devenir le sous-ministre en titre.
parce qu'on est en politique. On n'est pas dans l'administration publique de l'État québécois. Intéressant. Faut avoir du respect pour les institutions. Il faut avoir énormément du respect de celles et ceux qui sont ce qu'on appelle les permanents de l'État du Québec. Oui, Alors, les hauts fonctionnaires, les bons fonctionnaires. oui. Et contrairement à ce qu'on véhicule parfois, la fonction publique québécoise, est-ce qu'elle est passablement de niveau? Réponse oui. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Ben oui, il y en a partout de toute façon. Ça, faut accepter ça, là. Est-ce qu'il y aura toujours un 10-15 de gens qui ne sont pas nécessairement à leur place? Ça, c'est clair, mais c'est vrai dans la vie courante. Oui, C'est pas juste en dans tous les politique. domaines. Alors, moi, là, vous me parlez, c'est quoi la recette? La recette, c'est ce que j'appelle l'honnêteté, la franchise, la simplicité et se rappeler qu'on est député qu'on a reçu un mandat de la population pour véhiculer ce qu'eux autres prétendent qui aurait lieu d'être plus proche de ces réalités-là. Mais c'est clair que, est-ce qu'un ministre doit de temps en temps mettre des choses sur la table? C'est une expression. Oui. Est-ce qu'il doit initier des mesures? Est-ce qu'il doit prendre position? Est-ce qu'il doit trancher? Est-ce qu'il doit avoir ce que j'appelle des conseillers qui lui disent de temps en temps, bien, selon nous, on pense que c'est pas dans ce corridor-là, il faut que tu t'en ailles, c'est plus dans l'autre. Mais ça, c'est le propre de chaque décideur. À partir du moment où, pourquoi on va en politique? On va en politique pour changer des choses. Et quand on veut changer des choses, ben, on essaie que ça rejoigne un certain consensus sociétal. Parce que faire une législation qui est non requise, mal adaptée, puis qui ne correspond pas à l'évolution de la société, ben, c'est sûrement pas de bonne législation. On va pas en politique pour avoir raison? Je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Je fais par exprès avec la question en passant. Là, Oui, je fais pas. oui, d'accord, mais on ne doit pas viser toujours à avoir raison. OK. On ne fait pas de la politique pour avoir raison. On fait de la politique pour le mieux-être collectif de la société qu'on représente, parce que la politique, c'est la démocratie. C'est pas le totalitarisme, c'est pas l'impérialisme. Le régime dans lequel on peut l'aimer ou pas, il y a ses faiblesses, il y a ses carences, mais c'est un régime démocratique. Et le régime démocratique, normalement, il y a un seul objectif, le mieux-être collectif de l'État pour lequel on prend les décisions. Ouais. Ouais. Puis vous, je vais commencer à vous voyer aussi. Vous m'amenez là, sur un autre terrain. Puis vous parliez tantôt d'honnêteté, de franchise. Quand je pense à François Gendron, puis je pense que l'ensemble des gens qui vous ont côtoyé vont dire la même chose. Et je ne connais. En tout cas, dans le livre, vous affirmez qu'il y en a, mais je connais peu de personnes qui vous haïssaient. Je me pose la question. Et je pense que vous l'affirmez, vous le demandez, là, vous le clamez. C'est possible de faire de la politique de la bonne manière. C'est possible. Ça va? Tout va bien? Oui. Donc, c'est possible, vous dites que c'est possible de faire de la politique de la bonne manière, malgré les désaccords, malgré la ligne de parti, malgré les joutes internes. Vous dites, je pense que tout est une question d'attitude. Ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt. Comment on fait de la bonne politique, selon vous? Ben, moi, je pense que de la bonne politique, on revient toujours à des valeurs, des individus, des hommes et des femmes qui la font, la politique. La bonne politique, c'est de porter ce que j'appelle nos convictions, les assumer pleinement, être responsable et de temps en temps les valider par le consensus social. Moi, je pourrais être porteur d'une série de choses que je crois excessivement bonnes pour la société, mais pourquoi on a un cabinet politique? Pourquoi on a des conseillers? Pourquoi on doit s'appuyer sur un certain nombre de fonctionnaires qui nous aident à cheminer les orientations qu'on veut prendre? Bien, c'est parce que tout ce monde-là doit échanger et partager nos orientations. Mais à un moment donné, quand tu es ministre, par exemple, des Ressources naturelles ou n'importe quel autre ministère, est-ce qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits entre A, B, C? J'ai une image, évidemment, mal faite, là, mais la réponse, c'est oui. Et normalement, c'est le ministre qui tranche. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Parce qu'il y a des gens qui disent, comment ça se fait que le ministre n'a pas fait ça? On fait partie d'une équipe gouvernementale. On fait partie d'un conseil des ministres.
Or, même les orientations d'un ministre doivent aller au Conseil des ministres. Or, le Conseil des ministres est pas mal plus large Oui. et pas mal plus imposant que uniquement ce que j'appelle mon point de vue. Est-ce que j'ai subi parfois euh, la non-acceptation de ce que je portais? La réponse est oui. Je donne un exemple, par exemple, pour être concret. Le choix des Ouais. régions. On avait fait une réflexion là, très intense sur ce qu'on appelle une plus grande importance aux régions du Québec dans une politique gouvernementale qu'on avait appelée le choix des régions. Est-ce que le Conseil des ministres a sanctionné positivement ma politique du choix des régions? La réponse, c'est non. Mais pourquoi je dis, est-ce que je suis choqué, mal à l'aise? Non. Le Conseil des ministres prétendait qu'on allait un peu trop vite dans la décentralisation de l'État québécois et que ça serait préférable d'attendre le résultat du référendum, puis je mêle rien, là, pour voir si on assumerait plus de responsabilités d'un État complet. Vous êtes sûrement capable de me suivre. Qu'est-ce Oui. que je suis en train de dire là? Oui. Je suis en train de dire que si on avait été un État complet qui assume toute sa responsabilité au complet, vous savez ce que ça veut dire Il y au aurait une forme complet? de division dans ce nouvel État, Oui, mais un État qui à assume l'intérieur. toutes ses responsabilités, ben, elle a un seul budget. Elle n'a pas le budget fédéral puis le budget du Oui. Québec. Elle n'envoie pas 45 milliards à Ottawa pour dire tu nous renvoies ça dans dans ce qu'on appelle des ententes fédérales provinciales sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Alors, je suis convaincu que vous comprenez. Là, il y a des gens qui ont dit ben, on devrait voir le résultat du référendum, mais si on assume plus de responsabilités, Mhm. on a toutes les responsabilités d'un État complet, c'est clair que le moment serait venu d'avoir un accès très prononcé sur la décentralisation des opérations et dire Oui. dorénavant, telle et telle affaire, ça serait mieux géré si c'était plus Des régions. proche des régions, des municipalités, des MRC, ce qu'on appelle la décentralisation, pas la déconcentration, Oui. la décentralisation, donc ce qu'on appelle une fiscalité locale qui permet, avec la fiscalité locale, d'agir sur le budget. Puis, c'est un bel exemple qui montre pourquoi la souveraineté serait une belle solution, parce que ça apporterait un niveau de proximité plus intéressant. Mais pour revenir à la question, je comprends donc qu'il faut être un bon joueur d'équipe. D'abord, vous avez parlé de votre équipe à vous quand tu es ministre de ton cabinet ministériel, mais ensuite, on a le conseil des ministres. Il faut être un joueur d'équipe. Puis si je suis un peu l'honneur, si je suis un peu seul ou que je veux toujours passer mes points, je vais me faire isoler. Ça va être plus difficile. Ben, vous traduisez bien. On bâtit rien tout seul. Tu sais, on dit toujours, là, quand on est seul, on peut aller plus vite, Ouais. mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Ouais, ouais. Et l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. Et normalement, dans un parti politique, oui, il y a la règle du parti, il y a ce qu'on appelle le corridor du programme, il y a les orientations budgétaires du discours du budget, parce qu'un ministre des Finances, quand il prononce son discours du budget, il traduit les orientations du Conseil des ministres et de l'équipe au pouvoir. Mais là-dedans, il y a du collectif. Il y a du collectif. Tu sais, il y a beaucoup de collectifs. C'est pas ce qu'on appelle un travail individuel. Et en politique, c'est important de garder ta crédibilité, ton influence. Ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Et pour ça, il faut que tu aies un comportement. Et là, on tombe dans des valeurs. L'attitude est beaucoup très Ouais. importante. Les aptitudes, c'est important, mais l'attitude est aussi très importante parce que, règle générale, on embauche des gens pour leur aptitude, mais on les met dehors pour leur Ah, attitude. c'est bon, ça, c'est vrai. On le Ben, sous-estime toujours un peu, hein? oui, C'est drôle. l'être humain est ce qu'il est. Puis là, c'est normal d'avoir de l'ambition, c'est normal d'avoir cette fierté, mais c'est normal d'avoir des convictions parce que c'est dangereux si on a juste de l'ambition. Ouais. Puis je laisserai les auditeurs là, lire les sections. Là. J'aurais le goût de nommer des noms, mais je ne le ferai pas parce que ce serait de toute façon inutile et non constructif. Là. Vous parlez un peu là, des personnalités politiques que vous avez côtoyées. Puis je pense que j'ai des noms qui me viennent à l'esprit là, quand je vous entends en ce moment là, dire ce genre de choses. Puis c'est correct. Il y a toutes sortes de moyens. Je pense que le plus constructif pour nous aujourd'hui, c'est de partager les bonnes pratiques puis que ça aide les gens au final. Avant de passer peut-être plus aux régions, là, on en a parlé il y a 2 secondes.
Du côté politique, j'aurais peut-être deux questions encore. Quand on a fait autant de ministères puis qu'on a été sur une grande période comme ça, est-ce que le rôle de ministre a changé? Puis je vais prendre le point de vue de... Là, je vais avoir bientôt 40 ans, je m'en vais sur mon 40. Euh, fait que j'ai un petit bagage, mais vous avez plus d'expérience que moi, je vais le dire comme ça, bien gentiment, mais on dirait que le rôle a changé. Il fut un temps où des ministres, là, ça emmenait large. Puis aujourd'hui, j'ai plus le feeling que c'est des vedettes qui sont des porte-voix et seulement des porte-paroles. Est-ce que le rôle a changé ou il est sensiblement le même? Ou ça dépend peut-être? Ben, moi, je pense qu'honnêtement, le rôle a changé. Est-ce qu'il a changé que négativement? Non. Non, Mhm. il y a des aspects très positifs. Il restera toujours des ministres plus imposants par leur style, leur personnalité, leur connaissance et leur zone d'influence. Qu'est-ce que vous voulez? Ça me semble là, que c'est du béton. Mais c'était aussi du béton. À l'époque. Le problème, quand on pose la question que vous avez posée, puis Ouais. qu'on l'analyse en détail, c'est que l'arrivée de toutes sortes d'informations qu'on appelle à la chaîne, en continu, aux demi-heures, les médias sociaux, les commentateurs, les commentateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des commentaires sur l'action politique. Aujourd'hui, Ouais. les bulletins de nouvelles sont complètement différents de ce qu'il y était il y a 20-25 ans. Il y a 25 ans, un lecteur de nouvelles lisait la nouvelle. C'est fini. Puis il disait à ceux qui l'entendaient, arrange-toi avec. En gros, il ne disait pas ça, là. Mais c'était ça, le style de l'information. Aujourd'hui, on donne une information par le lecteur, puis là, il y a les commentateurs. Il y a les spécialistes, supposément, de commenter. Bon, qu'est-ce que ça vous dit, M. Beauvais, là, quand le premier ministre dit ça? Quand le ministre dit ça. Puis là c'est M. Beauvais, puis c'est M. Dumont, puis je pourrais tous les passer un par un, là. Mais il y en a de méchantes gangs, là. Il y en a du monde qui commente l'action politique. Donc Et moi, vous l'environnement est différent. L'environnement médiatique. énormément différent. Et le dire des médias sociaux, règle générale, il est tellement cutané. Les médias sociaux, là, c'était des réactions cutanées. Je pense ça, je l'écris. 10 minutes après, oh, est-ce que tu écris la même chose? Pas nécessairement. Parce que là, il y a eu le temps de réfléchir quelques secondes. Il Non, y a une non, nouvelle mais information. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça Ouais. la réalité. Puis l'information en continu en chaîne, là, aux demi-heures. Aux demi-heures, on reprend toutes les mêmes nouvelles, mais parfois avec des commentaires différents parce qu'on en sait plus un peu. Il y a plus de gens qui ont parlé de la nouvelle, puis là, on traite ce que les gens ont dit plutôt que la nouvelle. Oui, oui, oui. Et pour le citoyen, ça devient compliqué, là. Ou Parce que moi, moins intéressant, en tout cas, à suivre, peut-être. j'aime bien donner des exemples concrets. Là. Combien de fois je me suis fait dire dans ma carrière, François, on te connaît, tu as la règle générale, tu donnes l'heure juste, c'est un franc-parler, et on a confiance en toi. Mais es-tu au courant qu'un tel a dit le contraire de ce qu'il était en train de me dire? Des fois, je dis, ben oui, qu'est-ce qui te surprend là-dedans, là? Alors là, j'étais obligé de leur expliquer que moi, je n'ai pas de rating, je n'ai pas de code d'écoute quand je parle comme ministre. Et moi, j'ai droit à des clips, là. J'ai droit à des. Vous savez, c'est quoi des clips? Oui. Alors, j'ai droit à des courtes clips. Mais un gars comme. Puis là, je prends Bernard Drinville, je prends le regretté M. Lapierre. Pour le vrai, là, puis je ne les critique pas. Mais M. Lapierre, il y avait 5-6 heures C'est vrai. d'écoute C'est puis vrai. d'audition par jour. Comme s'il y Pas avait par plus de semaine. pouvoir qu'un ministre, là. T'as nuancé, là, Ben, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? ben, je comprends certain ce que vous D'influence, voulez en tout cas. dire, mais Ouais. j'espère que les gens comprennent également ce que je dis. C'est qu'à un moment donné, non, non, mais c'est me faire dire, moi, ouais, mais M. Lapierre, il a dit telle affaire. Oui, mais M. Lapierre, il veut être le coq de l'information. Il dit beaucoup de choses. Il a son réseau. Il va chercher un paquet d'appréciations sur les commentaires qu'il veut faire. Moi, j'ai rien de ces contraintes-là. Là. Moi, ce que j'ai, par exemple, comme ministre, disons, de l'Éducation, j'ai eu une décision à prendre sur telle affaire. Alors, j'ai essayé de prendre la meilleure décision. Puis là, les journalistes disent, bon, ben, est-ce qu'on peut vous poser des questions pour mieux saisir votre orientation, ce que vous avez voulu faire? Bien sûr. Moi, pense que je pense que on appelle ça le 7e, 8e, 9e pouvoir Ouais, ou le c'est ça. 4e pouvoir, peu importe le rang dans lequel vous le mettez, est-ce que le pouvoir de l'information est très fort, très influent? Ben oui, ben oui. Et Est-ce... est-ce qu'il doit demeurer? Oui. OK. Par contre, moi ce que je réprouve, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui commentent l'actualité, alors que les gens disent ça, là,
ça nous aide bien moins que vous pensez. Ça nous mêle bien plus que vous pensez parce qu'il y en a trop. Et je répète, là, avec les règles des commentateurs ou des commentateurs, il y a toutes sortes de subtilités là, que le public, lui, il ne peut pas jouer dans toutes ces subtilités-là et il ne connaît pas tout ça. Donc, est-ce que ça ajoute? J'ai de la misère. Parce que j'aimais mieux la politique des 25, 30 premières années que les Hmm. 15 dernières, parce que les principes étaient plus rigoureux, le respect était là, le respect était plus présent OK. des hommes et des OK. femmes qui font la politique, parce que les gens qui acceptent de porter le dossard, là, ça s'appelle l'identification. Pour faire de la politique, il faut que tu t'identifies, il faut que tu portes le dossard. Bien ça, là, il y a une valeur là-dedans. Là. Il y a une valeur importante qu'il faut respecter. Mais regardez, parce qu'on part de loin, là, vous l'avez dit, il y a 15-20 ans ou 30 ans, il y a des ministres qui étaient vraiment très importants. Puis aujourd'hui, est-ce que j'ai lu bien des fois, moi, dans l'information? Bon, il y a 26, 27, 28 ou 30 ministres, mais il y a 3-4 ministres seniors autour du premier ministre, le cabinet du premier ministre, puis les 3-4 ministres seniors, Finances, Conseil du Trésor, Oui. vice-premier ministre, ça, c'est eux autres qui drivent, Oui. en gros. C'est eux autres qui mènent. Est-ce que je l'ai trop entendu pour dire que c'est bien ça? La réponse, c'est oui. Je l'ai trop entendu, c'est pas si bien que ça. Mais est-ce qu'on le dit, puis on le répète, puis c'est accrédité à Ouais. l'opinion publique? Oui. Puis est-ce que c'est une question aussi, est-ce que ça dépend du premier ministre qui est en place, qui met son style de leadership, puis qui met... Parce que vous avez vu Mme Marois, vous avez vu René Lévesque, d'autres premiers ministres. Est-ce que ça dépend aussi du PM, puis ou c'est plus institutionnel, c'est l'air du temps? Oui, je suis sûr, ce cours-là, il y a une coloration qui est donnée par le style du premier ministre. Prenons un exemple concret, parce que c'est toujours bon de parler. Est-ce que M. Legault a été un très, très bon communicateur avec l'État québécois dans la gestion de la pandémie? Ouais. Réponse oui. Réponse oui. Je répète, là, réponse oui. C'était le bon père de famille qui parlait avec ses enfants, puis avance-recule des fois, puis à tâtons dans certaines fois, ce qu'on appelle dans le jargon essai-erreur. Mais le monde aime ça. Le monde aime ça, un premier ministre qui laisse voir que de temps en temps, il faut qu'il recule. De temps en temps, il a Il avancé, repentant. mais la glace n'était pas assez Ouais, prise. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est normal, la vie, c'est comme ça. Un premier ministre qui ne sait pas tout et qui ne se trompe jamais, je n'ai pas connu bien, bien. Puis pourtant, j'en ai connu une méchante gang de premiers ministres là, en 42 ans. Alors, ils ont chacun le style. Je vais donner encore un exemple. Est-ce que M. Parizeau était un premier ministre de très grande envergure, très étatique? Très étatique, ça, c'est pas péjoratif. Ça veut dire une très bonne connaissance de la gestion d'un Ouais. État responsable. La réponse, c'est oui. Est-ce que d'autres étaient plus proches de la réalité du peuple? Parlaient le peuple, lisaient le Hmm. peuple, comme M. Lévesque. M. Lévesque était très, très. C'était quelqu'un qui pouvait parler à peu près de n'importe quoi, dans le bon sens. Culture, les arts, la musique, politique internationale, il avait voyagé. Et est-ce qu'il donnait l'impression d'être sensible, par exemple, à ce que le peuple lui renvoyait? On aime ça quand tu as le style de quelqu'un qui est premier ministre du Québec, mais dans les orientations que le peuple te donne comme signal, en gros. Parce qu'il ne faut pas tout caractériser, là. Mais moi, je pense que chaque premier ministre a sa coloration, donne la coloration à sa gestion, Ouais. des éléments de coloration qui parfois plaisent au public, plaisent au peuple, puis d'autres, ça plaît moins. Puis le changement s'est fait quand? Vous aviez parlé de respect tantôt là, qu'on avait envers les ministres. C'est avec l'arrivée des canaux en continu que vous avez vu un changement médiatique aussi, Ah, ben c'est sûr que RDI, LCN. l'arrivée des médias sociaux a changé. OK. Cette masse d'informations de nature publique en continu, parce qu'il faut toujours avoir ce Ouais. terme-là, Ouais. a modifié énormément l'analyse, les comportements. Et moi, je voudrais corriger quelque chose, là. Moi, je dis le respect était plus fort des élus. Moi, c'est plus OK. ça que j'ai dit. OK. OK. Et là, aujourd'hui, d'abord, combien de fois que j'ai lu, bon, ben, les députés, là, ils sont quasiment tous pareils. Ils font toute la même responsabilité, ils font toute la même fonction, indépendamment de ce que j'appelle des partis politiques.
Ça, c'est aussi faux que vous n'êtes OK. pas autre chose que ce que je jouez là. Non, non, je comprends. Puis, Par contre, on répète ça en société, là, veut dire, les députés, là, ils mènent pas grand-chose. Ah ben, je regrette. Il y a des députés qui mènent pas mal parce qu'ils sont tellement représentatifs de leur population ouais. que ça peut donner ce que j'ai vécu dans ma carrière. Moi, mais fêter 7 collègues au Parti québécois qui ont fait 25 ans de vie politique, ça, c'est dans la vieille politique. Ça va? On Et verra quand plus je dis ça. ça, c'est pas péjoratif. On verra plus ça. On verra plus ça, là. Ouais. Je répète, 7 collègues ensemble soulignent leur 25e. Ben, c'est parce qu'ils étaient représentatifs de leur monde. Mais ça donne que c'est ça le mandat d'un député. Mais Un aussi, député, ça a l'air d'être difficile aussi. Puis là, on improvise un peu là-dessus. Puis je suis bien curieux de vous entendre là-dessus. C'est un thème qui revient souvent. On a eu la fédérale, on a eu les élections fédérales, on a les municipales en ce moment. C'est un thème qui revient, le fait que l'environnement est tellement toxique que on se prive, la société se prive d'excellents candidats qui ne veulent pas se lancer en politique. Il y a évidemment la question du salaire des députés, puis de la perte de salaire que certains grandes pointures de la société peuvent avoir, mais aussi que c'est un tument de la politique. ben, c'est clair que c'est exigeant. Être au service des autres, c'est exigeant. De toute façon, là, juste en partant, juste sur ce À la base-là, base. là, un député, c'est quelqu'un qui est au service et qui représente ses commettants pour véhiculer ce qu'il entend, ce qu'il reçoit. Parce que si on m'assoit dans le siège pour représenter ce monde-là, il faut que de temps en temps, ce monde-là sente que je porte leur message. En gros, là, ça, c'est un résumé très succinct, Ouais. mais ça, c'est fondamental en démocratie. Et c'est pour ça que j'ai toujours enseigné, moi, il faut toujours être conscient que notre responsabilité première, c'est député de. C'est être député de. Monter au sein des cinq, qui est le Conseil des ministres, Comité des priorités ou d'autres fonctions, c'est pas, c'est pas non digne, mais c'est pas le fondamental de la démocratie. Le C'est sûr. fondamental de la démocratie, c'est on te met dans le siège pour représenter la circonscription pour laquelle tu es élu. Puis quand Donc, j'entends que vous avez été hospitalisé plusieurs jours après votre première victoire, quand je comprends que vous faisiez des semaines de 40 à 80 heures semaine, les voyagements en Abitibi, puis que vous présentez une belle vulnérabilité dans le livre, donc il faut être tough, on pense, en politique. Je mets tout ça ensemble, puis je me dis, est-ce qu'il faut revoir les attentes de la vie politique? Est-ce qu'il faut revoir les conditions qu'ont les députés? ben, il ne faut peut-être pas les revoir, mais au moins les adapter à l'évolution de la société qui est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus rapide. Donc, est-ce que ça prend des temps d'arrêt, même pour ceux et celles qui font de la politique? Oui. Oui? Est-ce que nous aussi, il faut respecter ce qu'on fait comme législation? Conciliation Ben famille-travail? Ben oui. oui. Alors, de temps en temps, est-ce qu'il faut mettre dans l'agenda d'un ministre, oups, pour lui, c'est une image, là. Ça, c'est à lui. Ces 2 heures-là, là, il est pas ministre. Alors qu'en réalité, un ministre, il est ministre 24 heures sur 24. C'est une fonction, hein? Est-ce C'est que pas un est-ce que job. c'est arrivé les fins de semaine qu'on a des convocations? Est-ce que c'est arrivé qu'on a de la pression sur des sujets très Ouais. importants? Pensez juste à M. Dubé, ministre de la Santé, là, qui a dû prendre la décision que vous savez. Pas question, on ne bougera pas. On ne bougera pas sur la date qu'on a fixée. Oups, le lendemain, il annonce d'autres choses. Et je ne suis pas en train de critiquer, là. Je suis en train de dire que je suis sûr que cette nuit-là, là, il ne doit pas avoir dormi bien. Je suis certain. La nuit qui a précédé sa Tough décision pour le monsieur, de, oui, oui, de dire humainement. dorénavant, là, tout ce que j'ai dit, je ne l'efface pas. Mais il y avait un contexte pour dire ce que j'ai dit. Et là, j'ai d'autres informations qui m'obligent à ne pas mettre le pied au bord du précipice. Parce que c'est ce qu'il voyait. Ça me semble c'est clair, ça. Il a dit non, je ne peux pas mettre le pied là, là. Donc, en conséquence, oubliez cette date-là, puis on reporte d'un mois pour faire une analyse beaucoup plus serrée des conséquences que ça aurait sur le réseau de la santé. Ouais. Puis moi, mon mandat, là, c'est de protéger le réseau de la santé au maximum. Ouais, puis Alors, l'exemple expose bien comment un ministre est un véhicule d'une volonté ou d'un pouvoir public et pas seulement un humain. Des fois, les gens on critique, on dit un tel Gendron a fait ça. Comment ça, Gendron, elle le connaît, François? Comment ça, moi, dire, moi? Mais on est un véhicule, on est des. Il
il y a la peau et il y a la chemise. Hein? Il faut des fois prendre la distinction entre les deux. Ben, il y a tout ce que vous venez de dire, mais il y a toujours, surtout ce que je vais dire, Allez-y, pas parce que je vais le dire, non, non, mais pas parce allez-y. que je vais le dire. Quand un ministre présente à ses collègues et à son premier ministre une décision différente de celle qu'il avait prise préalablement ou qu'il avait l'intention Oui. de prendre, excusez, ben, ça fait juste signifier ce que je vous ai dit tantôt. On ne fait jamais rien seul, on fait quelque chose dans une équipe, dans une structure politique qui a ses règles, dans un caucus. Autrement dit, regardez le nombre de marches. Regardez le nombre de marches qu'on doit franchir avant de dire pourquoi que ce ministre-là a dit ça. Pourquoi qu'il n'a pas fait ça. Oups, parfois, c'est le Trésor qui l'a bloqué, Conseil du Trésor. Oui. Parfois, c'est le ministère des Finances. Parfois, c'est le Conseil des ministres. Oui. Puis parfois, c'est son ou sa première ministre ou son premier Oui. Et ministre. ça, on le sait pas. Mais, ben ça, c'est toutes des marches différentes. Là. Oui. Pourtant, l'accusation, on l'a faite à la première marche. Il est ministre de ça, il n'a pas pris une bonne décision. Oui. Puis là, on ignore tout le processus du cheminement démocratique d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'une décision, d'un arrêté à conseil. Puis là, je pourrais encore là donner bien des exemples, mais il me semble que c'est assez. Pas pour rien qu'ils disent, si donc bien est l'adoption d'un projet de loi parfois, oui, c'est correct qu'il en soit ainsi. C'est correct qu'il en soit ainsi parce que un État là, doit toujours légiférer pour le mieux-être collectif. Puis, ça semble à un consensus. Une loi que tu ne peux pas faire appliquer, normalement, tu ne devras pas la passer. Une loi que tu ne seras pas en mesure de l'appliquer, tu ne devras pas la passer. Une loi qui n'est pas voulue et souhaitée par la majorité, normalement, tu n'en fais pas. Est-ce que parfois, ce que j'appelle la logique d'un État responsable va obliger à faire une loi que tu sais qu'elle ne sera pas bienvenue? Mais ça, c'est plus l'aspect financier. L'aspect financier, à un moment donné, là, moi, je me rappelle, par exemple, lorsqu'on a pris des décisions pour ce qui est de la récession de 82. En 82, c'était la plus grosse récession qu'on n'avait jamais connue dans l'époque contemporaine, Oui. moderne. Oui. Alors là, est-ce qu'il y a des décisions qu'on a prises qu'on savait qui ne seraient pas saluées par la population? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il était fondé sur des principes étatiques nécessaires? Ben oui. Être responsable, parfois, pour un premier ministre et un gouvernement, c'est très exigeant. C'est très, très exigeant. Et il peut arriver que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. Puis c'est correct. Est-ce que c'était nécessaire parfois de le faire? Oui. Avant de passer aux régions, puisque je veux qu'on parle des régions, puis je suis un gars, je suis un produit des régions moi-même, je veux qu'on en parle. Il n'y a pas juste Montréal dans la vie, même si je suis présentement à Montréal. J'aimerais savoir si vous avez une opinion sur un peu l'époque où on est, parce que quand on est privilégié, puis qu'on voit tous ces épisodes importants de l'histoire du Québec dans les presque 50 dernières années, est-ce qu'on est entré, M. Gendron, dans une nouvelle ère historique? Est-ce qu'il y a une page qui s'est tournée, puis je laisserai aux historiens et aux commentateurs, justement, dont on a parlé, là, nous dire c'est laquelle c'est post-référendaire ou autre chose. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère aujourd'hui? Bon, il faut toujours faire attention là, de OK. penser qu'on réécrit l'histoire puis avec énormément de différenciation. Je ne pense pas qu'on réécrit l'histoire à chaque semaine. Mais une chose qui est certaine, est-ce que la place des régions est plus importante aujourd'hui qu'elle était il y a longtemps? Ben oui, parce qu'il se passe plus de choses dans nos structures. D'abord, il y a plus de structures régionales, OK. premièrement. Allons-y graduellement. Là. Il y a plus d'obligation d'avoir un développement de nos ressources naturelles, mais adapté à notre réalité régionale, tout en étant conscient que ça prend des principes étatiques généraux qui tamisent, qu'on doit tamiser ou qui tamisent les choix de nos régions. Exemple, est-ce qu'on doit, autant que possible, quand on dit ça prend ce qu'on appelle l'occupation dynamique du territoire? Oui. Réponse oui. Ça, c'est une préoccupation nationale. Est-ce qu'on doit viser à ce que le territoire du Québec soit assez occupé avec des éléments de base
pour en faire du développement, mais du développement harmonieux qui respecte l'environnement, toute la question climatique, les milieux humides, le respect de la faune, de la flore, puis là, ben, on sera obligé de donner un coup. Donc, est-ce que les régions doivent être assujetties à des objectifs nationaux qui permettent de progresser comme société? Réponse oui. Mais est-ce qu'on a négligé ce que j'appelle l'adaptation ou l'adaptabilité des mesures nationales Oh. aux régions du Québec? Pas souvent, pas OK, assez souvent. OK, OK. Et là, à un moment donné, je vis présentement là, en Abitibi. J'ai toujours vécu à la Sarre, Abitibi-Ouest, à Brosse. Bon, est-ce que dans la santé, là, présentement, là, on a appliqué une mesure qui n'a pas d'allure? Moi, me faire couper, par exemple, 50 de mes lits, ça, c'est une réalité là, que je veux vivre dans quelques jours. Il y a eu une manifestation en 20 semaines, là, on a dit 300, on était plus que ça. 450 personnes ont marché dans la rue pour dire, tu ne peux pas d'un coup sec me dire, tu avais 30 lits de financer, puis là, dorénavant, tu n'auras que 15. Ouais. Le financement des lits dans le réseau hospitalier a comme conséquence de tout conditionner l'assiette budgétaire sur lequel j'offre des services. Si je coupe mon assiette budgétaire de 50 ça ne prend pas un gros quotient pour dire que je n'ai pas du tout les mêmes services à ma clientèle. Sanitaire, ça aussi, vous en avez sûrement entendu parler au Ouais. niveau national. Ouais. Sanitaire, c'est une situation très particulière à cause de l'étendue du territoire de OK. proximité, D'accord. la chasse, la pêche, pas beaucoup d'habitations, les déplacements. Puis là, il y a eux autres, il y avait un petit centre de santé, ça se peut pas comme ça marchait bien. Pour le vrai, là. Ça marchait tempête. Il y a même des gens d'or métal qui allaient se faire soigner à Sanitaire. OK. Puis là, ça ne les dérangeait pas de faire 2 heures, 2 heures et demie d'auto, compte tenu de l'extraordinaire qualité des services. OK. Mais quand ils ont pris la décision de fermer leur centre, pas le fermer, mais annoncer qu'on va couper ci, puis on va couper ça, puis c'est pas vrai que vous allez être ouvert 24 heures sur 24, puis les fins de semaine, ainsi de suite, ça a été comme une bombe pour cette population-là, mais avec raison, parce qu'on n'a pas regardé du tout les données statistiques qui auraient prouvé que c'est un centre qui offrait un type de service qui était requis pour la population compte tenu du territoire. Pourquoi on est arrivé à cette Il décision-là, faut selon vous? toujours se rappeler très respectueusement Allez-y. que dans une décision, quand on a exigé que les MRC naissent, s'occupent de développement économique et aient un schéma d'aménagement de leur territoire, Mhm. pourquoi qu'on leur a demandé de faire un schéma d'aménagement de leur territoire? Pour mieux recevoir le développement futur, mais adapté à leur réalité. Ouais. Bien, si on ne fait pas la même chose parce qu'on dit, oui, mais là, on est en santé, c'est pas pareil. Bien, oui, c'est pareil. Même les services de santé, services sociaux doivent être distribués en réflexion avec le type de territoire qu'ils occupent, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, ici, là, j'ai été élu, là, puis j'avais presque 50 municipalités. Avez-vous compris, là? 50, il C'est était beaucoup, petites, mes municipalités, beaucoup mais il y avait des d'acteurs. besoins. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis il y avait des besoins. Donc, on ne peut pas, dans le même gouvernement, avoir la phrase il faut avoir une occupation dynamique du territoire, puis pas tenir compte de ce que je viens de dire. Ouais. C'est-à-dire l'étendue du territoire, pas beaucoup de monde, mais est-ce que ça prend les services de base? Bien sûr. En éducation puis en santé, ça prend des services de base. C'est- Minimalement, ça nous prend quand même un minimum de services de base. Puis qu'est-ce Comment qu'on pourrait. qui mène à ce genre de décision-là? C'était pour une décision budgétaire qu'on voulait fermer Sanitaire? Oui, c'est-à-dire, chez la centralisation abusive, Ouais. la réforme, puis là, je suis obligé de le dire, de M. Barrette, Ouais. c'était une catastrophe monumentale là, de tout centraliser dans les CISAT, les CISUS, peu importe les appellations. Là. À un moment donné, là, Qui est il n'y a plus de extraterrestre pour la répondants. population en passant, là. Il n'y a plus de répondants, puis le gestionnaire qu'il y Ouais. avait, par exemple, à l'Hôtel-Dieu d'Amos, c'est un exemple. Ouais. Le DG de l'Hôtel-Dieu d'Amos, il n'existe plus. Là. Le DG de l'hôpital de La Salle, il n'existe plus. Celui de Val-d'Or non plus. Là. Là, il est incorporé dans la centralisation de toute l'Abitibi-Témiscamingue est centralisée dans le CIUS. Là, d'autres, Oui, ben voilà, est-ce que ça va? ouais, ouais, on peut continuer, pas de problème. Ben, continuez. Je pense que je vais arrêter là parce que je ne vais pas parler que de ça. Mais j'ai Ben, donné puis un pour cause, exemple hein, que c'est quand même choquant.
Oui, les régions du Québec doivent avoir un minimum de respect. On Oui, leur a donné par législation, mais il faut que ça soit vrai dans l'action. Il faut que ça soit vrai dans la oui. réglementation. Parce qu'on veut Moi, leur si la loi vote. dit je vais te respecter puis je vais viser à une occupation dynamique du territoire, mais tous les décrets du gouvernement, les règlements que je reçois correspondent pas à l'orientation qui a été dite, ben ça marche pas. Il va y avoir, pas de la friction sur la ligne, là. Donc, Il va y qu'est-ce qu'on avoir fait, de la désapprobation de la population. qu'est-ce qu'on fait, François Gendron, pour que les régions soient mieux, en fait, moins démunies, mieux défendues, qu'ils aient leur juste part, pas juste qu'on se fasse demander notre vote aux 4 ans, puis qu'après ça, c'est les grands centres qui ont surtout des milliards, et puis qu'on cherche encore des bouts de services en Abitibi ou dans la Côte-Nord. Ben, rapidement, regarde qu'est-ce qu'on fait. On les consulte. OK. Ça va, là? On les consulte. On les respecte. On leur donne des outils d'action de temps en temps par des programmes régionaux. Là c'est nouveau. C'est la première fois que je prononce ce mot-là. Là. Mais moi, j'ai toujours dit, les régions, là, respectez donc les programmes régionaux. Moi, je donne un exemple en agriculture. Vous n'avez pas d'idée comme ça a été dur de faire comprendre à Québec Mhm. qu'on pouvait faire de l'agriculture intelligente, adaptée à notre climat, Ouais. adaptée à nos sols, adaptée à la nécessité pour nous, ce qu'on appelle de faire du drainage, parce qu'on a des terres très, très fertiles, mais à condition qu'elles soient drainées, pour éviter de réduire encore plus la période d'action sur la Terre, parce que nous, les gelées sont plus fréquentes et plus tardives, puis l'automne vient plus vite qu'ailleurs. Mais on a 1 heure d'ensoleillement de plus par jour. Ah, Et si on adapte le type de culture à notre climat, est-ce qu'on est capable de faire de l'agriculture intelligente dans l'Abitibi-Témiscamingue? Réponse oui. OK. Est-ce qu'on a toujours eu de la misère à faire reconnaître nos programmes régionaux? Oui, mais c'est pas correct. La financière agricole qui fait de bon job, ça, la financière agricole, c'est la grosse banque, c'est la grosse banque, là, c'est l'expression, des programmes pour aider les producteurs agricoles Mhm. qui font ce que j'appelle des activités liées à leur vocation, OK. mais dont certaines dépendent du climat, de la pluvialité, des sols, des maladies. Donc, ça prend ce que j'appelle des programmes régionaux qui tiennent compte de ces réalités-là. Moi, si j'ai une gelée qui vient plus de bonne heure, puis elle a comme conséquence de ne pas permettre la progression de ce que je fais comme, comme culture, ben, c'est clair qu'il n'y aura pas le rendement que je souhaite. Il n'y aura pas le rendement que je souhaite. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai produit un programme majeur de drainage des sols en Abitibi qui a permis d'avoir plus de temps pour l'ensemencement et la récolte. Si tu peux ensemencer plus tôt et récolter plus tard, donc on rallonge la période de productivité, est-ce que les producteurs agricoles ont dit, ah, ça, c'est ton programme de drainage, là, il nous a aidés en étoile, il nous a beaucoup aidés parce que enfin, c'était un programme qui avait de l'allure, on l'a pris, puis on est passé à un faible pourcentage de drainage des sols, puis on l'a doublé. Ouais. On s'est rendu à 50-60 de nos sols en Abitibi agricoles qui sont drainés. Donc, tu peux faire tes choix plus rapidement. Et ça s'appelle des sous additionnels parce que c'est de la productivité bienvenue. Puis, je comprends de ce qu'on raconte puis de ce que j'ai lu que faut participer au combat, puis qu'il faut le demander quand on est en région. Là, j'ai juste le Faut être cégep. achalant. Faut être achalant. Faut être J'ai le achalant cégep positif. qui me vient en tête, mais il y a plusieurs exemples que vous donnez là, dans toute votre section sur ma région, l'Abitibi-Témiscamingue. Des fois, il y a des affaires que je trouvais que c'était comme. Ben, le cégep, c'en est une, mais la reconnaissance universitaire aussi, je pense, à un moment donné, vous avez participé à ce qui arrive, un des piliers de l'UQ en Abitibi-Témiscamingue, je me trompe-tu? Oui, vous ne vous trompez pas Puis, tout. Puis au contraire, s'il y a quelque chose de précieux pour nous, c'est bon, notre UQAT. L'UQAT veut Lucas. dire Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. OK. Mais on a eu Mais il a fallu se énormément de battre. misère. Oui, on Il a a eu fallu se battre. énormément de misère à avoir nos lettres patentes. Parce qu'il disait, une université, c'est pas de maternelle. Pensez-vous qu'on ne le savait pas? On savait ça qu'une université, c'est pas de maternelle. Mais le rapport du Conseil supérieur d'éducation sur la demande d'avoir nos lettres patentes Ouais. puis se responsabiliser
avait été refusée par le Conseil supérieur de l'éducation. Je les blâme pas. Je fais juste expliquer que dans l'analyse qu'ils ont faite, ils l'ont faite avec une grille du réseau universitaire qui existait à l'époque. Mhm. Et ça s'appelait, vous le savez, l'Université de Montréal, McGill, Sherbrooke, ce qu'on appelle les universités à charte. Nous, on ne demandait pas d'avoir une université à charte. On demandait d'avoir une université dans le réseau UQ. Le réseau UQ, ça veut dire les universités du Québec. Ouais. Or, comme par hasard, cette demande-là, c'est Trois-Rivières, c'est Rimouski, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'Outaouais, c'est l'Abitibi. Oh, c'est les régions. Donc, est-ce que c'était légitime de faire de l'enseignement universitaire dans les régions? Bien sûr. Est-ce que c'est légitime de faire de la recherche universitaire dans les régions? Bien sûr. Parce que tu sois petit ou pas gros ou francophone ou anglophone, plus tu sais de choses sur le plus grand nombre de choses, plus tu es en mesure d'améliorer les choses. Mhm. Ça s'appelle la connaissance, la recherche, et c'est bon même si tu es petit plutôt que gros. C'est une image simpliste, mais on a eu de la misère, il a fallu se battre à mort. Au début, ils ont dit, vous allez relever de l'Assemblée des gouverneurs à Ouais. Québec. Après ça, on a dit, on va vous brancher avec l'Outaouais. Puis là, nous autres, moi, j'ai rien contre l'Outaouais, c'est une belle région, puis le climat est beau, puis il y a de belles végétations. Mais c'est pas ça qu'on demandait. On voulait avoir une université à nous, gérée par des gens de chez nous, qui connaissent nos besoins, nos particularités. Et quand on l'a obtenu rapidement, notre université est devenue ce que j'appelle un saut de crédibilité pour à peu près tout ce qu'on a fait. Alors, ce fut un plus extraordinaire. Et l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, performe, a développé un campus à Mont-Laurier, s'est étendu à Val-d'Or par de la déconcentration, un campus à Amos pour retenir nos Ben jeunes oui. plutôt Ben oui. qu'à tout bout de champ. Ah ben, allez faire des études universitaires, mais là, ils ne nous Faut que je donnent m'en pas faut la que je m'en aille. garantie qu'ils vont revenir. Comme vous Donc avez là, vécu vous-même dans votre jeunesse, d'ailleurs, il a fallu que vous partiez pour aller vous éduquer. ah ben oui, nous autres, écoute, oui, dans le rang chez nous, là, il y avait un conflit, là, puis les élèves de la campagne ne pouvaient pas aller à l'école publique à Lassar à cause de la chicane de deux entités où il n'y avait pas de bon sens. Là. Deux présidents de commission scolaire. Le commission scolaire de la campagne se chicanait avec le commission scolaire de la ville. Puis un élève de la campagne, ben, il y avait beaucoup de difficultés à rentrer au collège Saint-André parce qu'il disait nous autres, là, c'est d'abord pour la ville, ça. Comme si un Incroyable. élève de la Ouais, campagne ouais, était ouais. possible. C'est incroyable, certain, Incroyable. mais je l'ai vécu. Donc, je le sais ce qui s'est passé. Alors, des folies comme ça, là, ça ne peut pas exister dans une société Ouais, moderne. ouais, ouais. Ben, j'aurais tant d'autres questions, mais je veux respecter notre engagement. Je voulais finir en vous disant, puis je vais me permettre un tutoiement, en te disant que je trouve que dans les autres pays, c'est normal de célébrer les grands politiciens, les grands parlementaires qui ont donné leur vie à la société, puis qui ont donné des années de service. Aux États-Unis, on va parler des Kennedy, des Clay, etc. Je pense bien à Ted Kennedy, bien sûr, et je pense qu'on devrait plus le faire ici au Québec. Donc, je voulais te partager que c'est un privilège de te recevoir, c'est un privilège de t'avoir côtoyé, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, François. Ben, je ne peux pas faire autrement que l'apprécier, mais moi, vous allez me permettre de dire merci à l'électorat qui m'a Oui. permis d'être ce que j'ai été et de ce que j'ai fait. Mais c'est grâce à eux. Et c'est un peu ça quand je me rappelle la question tantôt. Pourquoi vous avez décidé de rédiger vos mémoires? C'est pour laisser un legs de remerciements et de reconnaissance à ce monde-là qui, à 11 reprises, m'ont dit on te remet dans le siège qui nous représente, c'est-à-dire député d'Abitibi-Ouest. Et s'ils l'ont fait si souvent, c'est parce qu'ils devaient penser que le type de politique que j'ai faite pendant ma carrière leur plaisait, correspondait à leur attente, indépendamment encore là de l'étiquette politique. Parce que Ouais. moi, il n'y a pas de cachette de vous dire que, bien sûr que je faisais partie d'une formation politique, mais est-ce que j'ai eu de l'appui de d'autres gens qui, leur formation politique n'était pas la mienne, puis ils disaient, ben, tant que M. Gendron sera là, puis il disait François parce qu'ils m'ont tout rappelé de même, puis c'est mon nom en passant. Il y a un paquet de gens qui votaient pour moi, puis ils disaient, oh, diable, là, libéral, On conservateur, vote pour le gars. créditiste, on vote la personne qui nous représente adéquatement. Alors ça, il faut l'avoir dans ses gènes et dans son attitude Ouais. et dans sa façon de faire. Travailler en collectivité, être présent et être un bon accompagnateur. Il faut que tu accompagnes ton monde. Un député, il faut qu'il accompagne son monde et que son monde sache ce qu'il fait. Quel dossier porte-t-il? Comment il les porte? Comment il les défend?
Et est-ce qu'il les représente en étant un achalant constant, persuasif, autant que possible? Ça résume tout le personnage. Et si j'avais un dernier souhait avant qu'on se laisse, je trouve vraiment que c'est bien de partager tout ça. J'espère en mauvais français, on vous entertain un petit peu à la maison, mais s'il y avait seulement une ou deux personnes qui pouvaient reprendre le flambeau et suivre un peu les leçons que tu nous as partagées ce matin, ça serait extraordinaire. Mais merci encore une fois, François. Merci à M. Gendron d'avoir été là. Merci à nos auditeurs également. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. N'oubliez pas nos pages Facebook, médias sociaux. Malheureusement, comme on disait tantôt, il y a des médias sociaux où on est là-dessus. Donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Abonnez-vous également à notre infolette pour recevoir nos grands événements, nos grandes annonces. Consultez notre boutique pour avoir des merveilleux t-shirts. Et vous engager, suivre nos formations sur l'organisation politique via notre Patreon. Tout ça est sur engagépublic.com. Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, François.